Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur les bases du soulagement de la douleur. Je me présente, je m'appelle Justine Métayer, je suis infirmière, coordonnatrice à la recherche, à la formation et au déploiement clinique pour la Maison Victor-Gadebois. Le contenu de cette capsule-là a été développé conjointement avec ma collègue de Palisciences, la docteure Mireille Elwin. Ni Mireille ni moi n'avons aucun conflit d'intérêt par rapport au contenu de cette capsule-là. Donc, par rapport au soulagement de la douleur, c'est certain qu'il faut toujours considérer les mesures non pharmacologiques. Bien que le traitement pharmacologique soit très important, il est toujours super pertinent de le jumeler aux mesures non pharmacologiques comme l'application de chaleur, de glace, le positionnement, les matelas thérapeutiques, les supports à la marche ou les orthèses, prothèses, les traitements de massothérapie, d'acupuncture, d'ostéopathie ou encore d'hypnose, la gestion du stress, les techniques de relaxation ou de visualisation ou encore la radiothérapie. Pour commencer, les bases du soulagement de la douleur, observons l'échelle analgésique telle que proposée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on voit que le schéma comporte 4 étapes. La première étape est suggérée pour les douleurs légères à modérées. Donc, ça consiste en un traitement analgésique non opioïde, principalement l'acétaminophène et les AINS. L'acétaminophène et les AINS peuvent être suffisants, c'est ça dans les cas de douleurs légères à modérées, ou on peut les garder en co-analgésie, en complément aux autres traitements, si on voit que seul, il s'agit d'un traitement qui est insuffisant. Quand la douleur persiste au traitement analgésique non opioïde, on passe à l'étape 2 qui suggère d'introduire des opioïdes faibles. Encore là, si la douleur persiste, on suggère de passer à l'étape 3 aux opioïdes puissants. Et finalement, l'étape 4, qui ne sera pas élaborée dans cette capsule-ci, consiste aux interventions neurochirurgicales dans des cas d'excès de douleur très intenses. On remarque sur le schéma qu'il y a 2 flèches, une flèche ascendante et puis une flèche descendante. C'est pour indiquer que dans les cas de douleur, on monte doucement, graduellement, palier par palier. Mais si pour une raison ou une autre, un patient se présentait avec une douleur très intense, très importante, on pourrait commencer à l'étape 3 ou à l'étape 4 afin de soulager rapidement une douleur intense et par la suite redescendre les paliers jusqu'à ce qu'on trouve le niveau analgésique suffisant pour le patient. Donc voilà pour ce qui est de l'échelle analgésique de l'OMS. Maintenant, si on regarde le schéma de soulagement de la douleur selon les types de douleurs, on voit que selon les types de douleurs, les traitements proposés ne seront pas les mêmes. Donc, si on y va selon chaque type de douleur, commençons par les douleurs nociceptives, somatiques, osseuses. Pour le soulagement des douleurs somatiques osseuses, dans un premier temps, si c'est causé par des métastases osseuses, il faut évaluer si la radiothérapie est indiquée. Si c'est indiqué, c'est une mesure analgésique qui peut être très efficace pour les patients et qui peut amener un soulagement sur une bonne période de temps. Sinon, quand on regarde les mesures pharmacologiques, ce qui est suggéré en premier, c'est les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui soulageraient jusqu'à 75% des patients. Il faut faire attention parce que dans les effets indésirables, il y a un risque de précipiter une insuffisance rénale. Il y a plusieurs contre-indications aussi à l'usage des AINS. Et si jamais le patient est à risque d'effets digestifs, bien, il faut prévoir une cytoprotection. Dans les AINS les plus fréquemment utilisés, il y a le naproxen, le Celebrex et le Voltaren.
Si on voit que le traitement aux AINS pour les douleurs osseuses est insuffisant ou inefficace, on peut passer aux corticostéroïdes. Les corticostéroïdes peuvent être en combinaison avec un AINS si l'AINS était insuffisant ou un corticostéroïde seul si l'AINS était complètement inefficace ou encore contre-indiqué. Si le patient est à risque d'effets digestifs, comme pour le traitement aux AINS, on va prévoir une cytoprotection. Par contre, s'il y a une combinaison d'un AINS et d'un corticostéroïde, à ce moment-là, on va d'emblée ajouter une protection gastrique au traitement. On va donner le traitement qui va soulager le patient et une fois qu'on a soulagé le patient, on va diminuer progressivement les doses jusqu'à la dose minimale efficace. Si on voit qu'après 7 jours, il n'y a pas eu d'amélioration, on va suggérer de cesser le traitement aux corticostéroïdes. Si ça ne fonctionne pas, il y a aussi l'option de la calcitonine. La calcitonine, elle va aller se lier aux récepteurs spécifiques situés sur les ostéoclastes. Ça va permettre de maintenir l'intégrité osseuse. Donc, ça va être indiqué en cas de douleur osseuse d'origine métastatique, comme je le disais, si les AINS ou les corticostéroïdes sont inefficaces. Le début d'action de la calcitonine est rapide, c'est souvent en 24 heures et ça va être administré par voie sous-cutanée. Ce qui peut être en complément à la calcitonine, c'est le traitement au biphosphonate. Les biphosphonates, eux, vont inhiber l'activité des ostéoclastes causée par les métastases osseuses et donc va diminuer la libération de substances algogènes qui va créer la douleur chez le patient. Le début d'action est après quelques jours jusqu'à une semaine tout au plus généralement. Dans les effets indésirables, on va surveiller l'insuffisance rénale et les symptômes pseudogrippaux qui sont des symptômes qui peuvent arriver comme effet secondaire. Si le patient ne présente pas d'hypercalcémie, il va convenir d'administrer des suppléments de calcium et de vitamine D en pair-os aux patients qui sont susceptibles de présenter une carence. Finalement, il y a le traitement au dénosumab, qui est connu sous le nom commercial de Exgeva, qui va réduire la résorption osseuse et les conséquences qui en découlent par le ligand du RANK, qui est essentiel à la survie des ostéoclastes. Donc, encore là, c'est de limiter, dans le fond, l'activité ostéoclastique. La différence avec le dénosumab par rapport au biphosphonate, c'est que l'administration va être par voie sous-cutanée plutôt que par voie intraveineuse et il n'y a pas de toxicité rénale ni de symptômes pseudogrippaux dans les effets secondaires. Maintenant, pour ce qui est des soulagements des douleurs somatiques, mais d'origine inflammatoire ou musculo-squelettique, les relaxants musculaires, évidemment, vont être efficaces. Il y a des relaxants musculaires à action centrale comme le baclofène ou à action périphérique comme le cyclobenzaprine. Les relaxants musculaires à action périphérique, dans le fond, leur efficacité viendrait probablement de leur action sédative qui apporte au patient un état de relaxation qui est apaisant. Sinon, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie topique, comme le Voltaren et Mulgel qu'on connaît assez bien, ou les benzodiazépines qui pourraient apporter une détente par leur effet myorelaxant. Quand on parle de douleurs inflammatoires ou musculo-squelettiques, c'est d'autant plus important de jumeler le traitement pharmacologique à des interventions non pharmacologiques comme des massages légers, l'application de chaleur ou de glace et des changements de position. Ça va venir soulager encore plus le patient. Ensuite, pour le soulagement des douleurs viscérales parenchymateuses, le premier choix va être l'acétaminophène pour les douleurs légères à modérées.
Il y a peu d'effets indésirables à l'acétaminophène, donc ça en fait une molécule intéressante. Pour les posologies, on va faire attention si on traite une personne âgée ou si on traite quelqu'un qui a des métastases hépatiques ou de l'insuffisance hépatique ou de l'insuffisance rénale. Si l'acétaminophène n'est pas suffisant, à ce moment-là, on va pouvoir compléter avec des opioïdes qu'on va voir un peu plus tard dans la capsule. Sinon, si on voit que l'acétaminophène, les opioïdes ne sont pas suffisants pour les douleurs viscérales parenchymateuses, on pourrait tenter les AINS ou les corticostéroïdes, le dexaméthasone, comme je l'ai présenté dans la section précédente. Pour le soulagement des douleurs viscérales spasmodiques, on va utiliser principalement des anticholinergiques qui vont agir en priorité sur la musculature lisse. Et on va distinguer s'il s'agit de spasmes intestinaux ou de spasmes vésicaux. Donc, s'il y a des spasmes intestinaux, on pourrait y aller avec les noms commerciaux comme le Buscopan, le Bentilol ou encore l'Imodium. Pour des spasmes vésicaux, il y a l'oxybutinine qui peut être administrée soit per os ou en instillation vésicale. Donc, effectivement, si le patient est porteur d'une sonde vésicale, il y a la possibilité de l'administrer par cette voie. Donc, comment on va faire? On va dissoudre un comprimé d'oxybutinine 5 mg dans 10 ml de NaCl 0.9. On va irriguer la vessie avec 50 ml de NaCl 0.9 et on va soutirer délicatement notre irrigation. Après notre irrigation, là, on va venir instiller notre mélange de dissolution de notre comprimé et on va clamper la sonde pour un 15 à 30 minutes avant de la déclamper. Donc, c'est une technique aussi qui peut être intéressante, qui est plus locale. Pour le soulagement des douleurs neuropathiques, dans les lignes de traitement, il n'y a pas de distinction s'il s'agit de douleurs neuropathiques dysesthésiques ou paroxystiques. Ça va être les mêmes lignes de traitement. Le premier choix, c'est les gabapentinoïdes qui vont agir par blocage du canal calcique du système nerveux central. Ça va réduire l'hyperexcitabilité synaptique. Les principales molécules sont la gabapentine, la prégabaline. C'est à initier doucement. L'efficacité n'est pas immédiate. Il faut l'expliquer au patient. Ça peut prendre quelques jours avant d'avoir une bonne efficacité. Les capsules de gabapentine et de prégabaline peuvent être ouvertes et le contenu mis dans les aliments ou du jus juste avant l'administration orale, ce qui peut être très pratique si le patient a des difficultés de déglutition. Sinon, on a les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline qui vont être des molécules fort intéressantes si le patient souffre également d'anxiété ou de dépression en plus de ses douleurs neuropathiques. Donc, dans les molécules qu'on voit fréquemment, il y a l'Effexor et le Cymbalta. Toujours dans les douleurs neuropathiques, il y a aussi le choix des antidépresseurs tricycliques, dont l'amitriptyline, l'élavil, qui va être très utile s'il y a une présence d'insomnie ou de dépression associée à la douleur neuropathique. L'élavil pourra être prescrit per os HS. Sinon, il y a aussi la désipramine. Par contre, la désipramine représente un bon choix si on veut éviter les effets anticholinergiques et la sédation. Vu que son effet est plutôt stimulant, c'est préférable de ne pas l'administrer au coucher. Ensuite, il y a aussi l'option des corticostéroïdes qui possèdent une action centrale et périphérique en diminuant les décharges neuronales.
Et les corticostéroïdes vont aussi diminuer l'inflammation péritumorale et diminuer la compression nerveuse. Donc, c'est comme ça que ça pourrait soulager les douleurs neuropathiques. Ensuite, il y a l'option du tramadol qui agit sur les récepteurs mu et qui empêche la recapture de la norépinéphrine et de la sérotonine. Sinon, la lidocaïne en préparation magistrale qui peut être un choix intéressant si la douleur neuropathique est localisée sur une relativement petite région. On peut appliquer localement une crème de lidocaïne. La capsaïcine, encore là en crème topique. Une application locale. Par contre, la capsaïcine en crème topique est accessible seulement par l'intermédiaire du programme d'accès spécial de Santé Canada, mais ça peut être un choix intéressant parce que l'effet peut durer jusqu'à 12 semaines. Finalement, pour le soulagement des douleurs neuropathiques, il y a aussi l'option des cannabinoïdes, dont le Nabilone qui peut être pris en Péros ou le tétranabinex cannabidiol qui est en vaporisation. Par contre, avec les cannabinoïdes, il faut être prudent s'il y a des troubles cardiovasculaires ou des troubles psychiatriques comme les troubles de panique et d'anxiété. Et si jamais il y a des antécédents de psychose, on devrait éviter la prescription de cannabinoïdes. Si vous voulez davantage de détails ou plus de lignes de traitement possibles dans les cas de douleurs neuropathiques, je vous invite à consulter le guide pratique des soins palliatifs, qui est un guide très complet pour tous les traitements en soins palliatifs, qui est disponible en version papier ou encore en version web sur vos téléphones intelligents ou sur votre ordinateur. Avant de parler du traitement analgésique par opioïdes, c'est important de clarifier les objectifs de l'analgésie. En effet, le but premier va être de soulager le patient pour qu'il ressente idéalement aucune douleur la nuit. Le deuxième but va être de soulager le plus possible le patient au repos pour finalement, en troisième but, arriver à le soulager autant que possible aux mobilisations. Ça va être super important d'en parler avec les patients, encore plus avec ceux chez qui l'intensité de la douleur est élevée, pour préciser qu'on va cibler une diminution de la douleur vers un 2-3 sur 10 d'intensité. Idéalement moins, mais c'est sûr que la dispersion complète de la douleur est parfois impossible. Donc, on va essayer de garder l'équilibre entre un soulagement optimal avec un minimum d'effets secondaires pour que le patient puisse continuer de faire ses AVQ malgré une douleur minimale, puis assurer autant que possible un sommeil qui ne sera pas interrompu par la douleur. Maintenant, on ne peut pas parler des bases du soulagement de la douleur sans parler des opioïdes. Effectivement, les opioïdes, c'est la pierre angulaire du soulagement de la douleur. Donc, les opioïdes se distinguent en deux classes. Il y a les opioïdes faibles et les opioïdes puissants. Les opioïdes faibles, on va parler du tramadol ainsi que de la codéine. Le tramadol, il se fait en formulation à courte action et puis à longue action. Et ce qui est intéressant, c'est que le tramadol aurait moins de risques d'abus, moins de constipation et moins de dépression respiratoire. Pour ce qui est de la codéine, par contre, on l'utilise relativement peu en soins palliatifs parce que son efficacité est plus limitée. Il y aurait 5 à 10 % de la population caucasienne qui sont des métaboliseurs lents de la codéine, donc l'effet est diminué, voire absent dans certains cas. Puis l'effet analgésique de la codéine plafonne aussi à une dose entre 90 et 120 mg aux 4 heures, donc on l'utilise généralement peu. On va plutôt y aller avec le tramadol pour débuter avec un opioïde faible. Pour ce qui est des opioïdes puissants, on a la morphine.
qui se fait en comprimé, en liquide oral, en suppositoire ou en liquide injectable. La morphine a peu d'interactions médicamenteuses. Par contre, il y a une accumulation en insuffisance rénale, c'est donc à éviter. On a aussi l'hydromorphone, qui est connu sous le nom commercial de Dilaudid. Il y a aussi des comprimés, du liquide oral, des suppositoires et du liquide injectable. Également, peu d'interactions médicamenteuses et l'hydromorphone est plus sécuritaire en cas d'insuffisance rénale. Finalement, l'oxycodone, connu sous le nom commercial du Supédol, disponible en comprimé et en suppositoire. Le risque d'abus à l'oxycodone est plus grand parce qu'il y a un effet euphorisant. Il y a aussi un peu plus d'interactions médicamenteuses, mais il serait moins sédatif et il faut l'utiliser avec prudence dans les cas d'insuffisance rénale. Bien qu'il soit difficile de donner des doses universelles de départ parce que ça va dépendre de différents facteurs, notamment l'âge, les pathologies des personnes, il y a des doses de départ qui peuvent être suggérées, qui sont disponibles dans le guide PDF en soutien à cette capsule. Et pour ce qui est des opioïdes à longue action, à ce moment-là, les doses de longue action vont être calculées en fonction de la médication courte action que le patient a pris avant de passer à la longue action. Donc, les principaux opioïdes à longue action, il y a la morphine qui est aux 12 heures, à l'exception, attention, du Cadian qui est aux 24 heures. L'hydromorphone aussi aux 12 heures, l'oxycodone aux 12 heures et le thème de fentanyl ou sous le nom commercial de duragésique qui est aux 72 heures. Pour diverses raisons, certains patients vont devoir recevoir des molécules longue action aux 8 heures plutôt qu'aux 12 heures et des thèmes de fentanyl mis aux 48 heures plutôt qu'aux 72 heures. Ça pourrait arriver. Et on n'utilise jamais le Démérol comme analgésique. Dans les principes de traitement opioïde, on commence toujours par des formulations à courte action avant de passer aux longues actions. Donc, on veut vraiment trouver la posologie efficace, nécessaire, qui va soulager le patient avec les courtes actions. Les molécules courte action vont nous donner plus de latitude pour intervenir, pour ajuster la médication. Et quand on a trouvé le dosage qui soulage, à ce moment-là, on peut passer aux molécules longue action. Aussi, dans les principes de traitement, on va toujours commencer par la voie PEROS autant que possible, même pour les entredoses. On augmente lentement des augmentations de 5 à 25 % par ajustement. On prescrit toujours un laxatif à une prescription d'opioïdes. Le premier choix pour ça, c'est la poudre de polyéthylène glycol, le Laxedé, qui est très efficace par rapport à ça. On réévalue régulièrement et puis on donne la dose nécessaire. Il n'y a pas de maximum dans les opioïdes. Si on plafonne ou qu'on voit qu'il y a une tolérance qui s'installe avec une molécule, on pourra faire une rotation d'opioïdes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas donner la dose nécessaire à un patient qui est souffrant. Si une douleur aiguë qui ne serait pas soulagée par des analgésiques non opioïdes, donc de l'acétaminophène ou des AINS, donnés de façon régulière, à ce moment-là, on peut inclure à l'acétaminophène ou aux AINS des doses d'opioïdes en PRN pour soulager le patient. Par contre, en cas de douleur chronique cancéreuse, on va vouloir une prescription d'analgésique de façon régulière
en plus d'avoir des PRN au besoin si le patient présente des pics de douleur entre ces doses régulières. On va faire attention dans les cas dans la douleur chronique non cancéreuse, on va être plus prudent avec l'usage des opioïdes. Comme vous voyez sur le schéma à l'écran, la raison pour laquelle on veut prescrire les opioïdes de façon régulière et non pas seulement en PRN, c'est parce qu'on voit au niveau du schéma 1 que l'administration seulement PRN de la médication laisse beaucoup de place à la douleur qui est représentée par la zone rouge dans le schéma. Donc effectivement, quand le patient est soulagé par son entredose PRN, eh bien, avant de redemander une entredose, il va attendre que la douleur réémerge, refasse surface. À ce moment-là, il va demander son entredose. Le temps qu'on lui administre et que le début d'action commence, bien, le patient a le temps d'être souffrant pendant un bon laps de temps. Versus dans les schémas 2 et les schémas 3 qui présentent une analgésie régulière, on voit que le taux thérapeutique reste dans la zone thérapeutique où le patient est soulagé et ça laisse beaucoup moins d'espace à la zone douloureuse, même si on sait que la douleur ne se présente pas de façon aussi linéaire chez les patients, mais c'est pour nous faire réaliser que la régularité est importante pour garder un taux thérapeutique le plus constant possible. Pour ce qui est des thèmes transdermiques de fentanyl, le taux sérique thérapeutique arrive de 12 à 15 heures après son application. Donc, il faut toujours couvrir les 8 à 12 premières heures avec un opioïde régulier. On va couvrir les 8 premières heures si le patient avait des opioïdes à courte action. Donc, au moment où on applique le timbre, au temps zéro, on peut donner une courte action. 4 heures et 8 heures plus tard. Et après le 8 heures, on laisse l'effet du timbre faire son effet, on cesse les courtes actions. Si on débute un timbre et que le patient était sous analgésique opioïde à longue action, à ce moment-là, on va appliquer le timbre et en même temps, on va donner la médication à longue action. Comme ça va couvrir les 12 premières heures. Quand la médication longue action va finir son effet, le timbre va commencer le sien. Donc, c'est très pertinent à ce moment-là de faire concorder l'application du timbre avec les heures habituelles d'administration de la médication. Pour ajuster les doses d'un timbre transdermique de fentanyl, on va attendre idéalement 2 à 3 jours après la première application du timbre avant de changer la dose. Et ensuite, il faut se rappeler que l'état d'équilibre va être atteint en 6 à 8 jours suivant un ajustement posologique. Le fentanyl est liposoluble, donc c'est favorisé par les propriétés cutanées. C'est donc possible qu'un patient très amaigri ait une absorption différente du timbre de fentanyl. Le timbre est distribué en doses de 12, 25, 37, 50, 75 ou 100 microgrammes. Sa libération est constante sur 72 heures, mais comme je disais, certains patients vont peut-être nécessiter un changement aux 48 heures. Dans les dosages disponibles de timbre de fentanyl, c'est important de savoir qu'on peut donner une demi-dose de fentanyl en appliquant la moitié du timbre sur un pansement transparent. On va prescrire un timbre transdermique de fentanyl chez les patients qui ont des douleurs chroniques stables, sans grand pic aigu et d'intensité moyenne à sévère, puisqu'il s'agit d'une molécule puissante. Et dans les avantages du timbre transdermique de fentanyl, bien, ça diminue la prise de médicaments. Donc, si la compliance à la médication PEROS est difficile
ou s'il y a des problèmes de déglutition. À ce moment-là, le thème de transdermique est très avantageux. Puis dans les contextes de soins à domicile ou de longue durée, ça vient simplifier de beaucoup l'analgésie du patient. Maintenant, dans l'analgésie au patient, il faut considérer les entredoses. Les entredoses sont très importantes parce qu'on ne peut pas supposer qu'une médication régulière va soulager le patient et qu'il n'y aura pas d'épisode de douleur malgré une médication régulière. C'est pourquoi il faut toujours prévoir des entredoses. Comment on calcule l'entredose? C'est soit 50% d'une dose régulière prescrite aux 4 heures ou encore 10% de la dose quotidienne prise par le patient sur son 24 heures. L'entredose, évidemment, va toujours être une molécule à courte action parce qu'on veut que la douleur, l'épisode de douleur soit soulagé rapidement. Donc, l'entredose est toujours une molécule courte action et va être la même que la molécule qui est prescrite de façon régulière, à l'exception du thème de fentanyl. Donc, si le patient a un thème de fentanyl comme analgésie régulière, l'entredose pourrait être de la morphine ou de l'hydromorphone à courte action, par exemple. Idéalement, les entredoses devraient être prescrites aux heures si elles sont péros ou aux 30 minutes si elles sont administrées par voie sous-cutanée. Évidemment, un tel idéal de prescription sous-entend que l'équipe est d'accord sur l'évaluation et la surveillance de la douleur d'un patient, c'est-à-dire que si on a à administrer 3 entredoses consécutives à un patient pour une douleur et que 3 entredoses consécutives ne soulagent toujours pas le patient, il faut aviser immédiatement le médecin pour que la situation soit réévaluée, à savoir est-ce qu'on change de molécule ou est-ce qu'on augmente la posologie. Mais ce serait une mauvaise pratique de donner, exemple, 8 entredoses consécutives à un patient pour qui la douleur persiste sans avoir avisé le médecin. Donc, 3 entredoses consécutives qui ne soulagent pas le patient, on avise le médecin stat. Par contre, si le patient a pris plus de 5 entredoses dans son 24 heures, sans qu'elles soient nécessairement consécutives, ça va aussi être pertinent d'aviser le médecin sans que ce soit de façon urgente. Donc, à ce moment-là, si on voit que de soir, on arrive à une 5e, puis à une 6e ou même à une 7e entredose qui ne sont pas consécutives, et que les entredoses qu'on donne soulagent le patient, mais que rapidement la douleur réapparaît, à ce moment-là, dès l'arrivée du médecin, on va l'aviser que le patient a eu plus de 5 entredoses. C'est fort possible qu'on ait à réajuster les doses régulières à ce moment-là. Pour ajuster la dose régulière, justement, selon le nombre d'entredoses qui ont été pris, la façon est simple. On va additionner la dose régulière du 24 heures plus les entredoses qui ont été prises. Ça va nous donner une nouvelle dose en milligrammes par 24 heures. Et si on veut donner la médication en courte action, on va diviser cette dose-là par 6 ou par 2 si on veut la donner en longue action. Quand est-ce qu'on passe d'une médication courte action vers une médication à longue action? C'est quand on a réussi à identifier avec l'opioïde à courte action une posologie qui soulage bien le patient, c'est-à-dire qu'il ne prend presque pas d'entredose durant la journée. On va qualifier qu'entre 0 et 2 entredoses, c'est acceptable. Quand la douleur est à un niveau acceptable également, donc une douleur en bas de 2 à 3 sur 10 d'intensité de douleur et que les fonctions cognitives sont préservées. Donc,
quand on a tout ça mis en place avec une médication à courte action, c'est adéquat de passer à une médication à longue action. Pour ce qui est de la conversion maintenant de la voie péros à la voie sous-cutanée, pour les opioïdes, c'est important de diviser la dose par 2 quand on passe du péros au sous-cutané. C'est-à-dire qu'une morphine 10 mg péros équivaut à une morphine 5 mg par voie sous-cutanée. Et ça, c'est en raison du premier passage hépatique. Quand on prend la molécule par la bouche, il y a 50% de biodisponibilité de la molécule, puisque par l'effet du système digestif, le foie va excréter immédiatement, sans qu'il y ait d'effet, 50% de la dose et l'autre 50% va être disponible dans la circulation sanguine. Le chemin va continuer de se faire pour que graduellement un autre 50% est éliminé, un autre 50% renvoyé dans la circulation, ce qui fait qu'au bout de 4-5 heures, la molécule est plus disponible au niveau de la circulation. Et ça, c'est par la voie péros qui a 50% de biodisponibilité. Quand on passe à la voie sous-cutanée, il n'y a pas ce premier passage hépatique-là, donc il y a 100% de biodisponibilité. C'est pour ça qu'une morphine 10 mg péros équivaut à une morphine 5 mg sous-cutanée. C'est important de le savoir parce que dans les prescriptions, il y a différents filets de sécurité. Il y a le médecin qui prescrit, il y a la pharmacie qui prépare, il y a l'infirmière qui administre. Donc, il faut avoir ça en tête pour pouvoir déceler des erreurs s'il y en a. Pour le changement d'opioïde, on peut faire un changement d'opioïde s'il y a une pharmacotolérance qui s'installe. Donc, si ça fait un certain temps que le patient prend la même molécule, le corps s'adapte à cette molécule-là et il y a une tolérance qui peut s'installer. À ce moment-là, on peut faire une rotation d'opioïdes pour ramener un effet analgésique optimale. Aussi, s'il y a une réaction allergique en tant que telle est plutôt rare, mais ce qui peut arriver plus fréquemment, c'est une intolérance aux effets secondaires d'une molécule. Si on voit qu'il y a des effets secondaires qui persistent plusieurs jours, à ce moment-là, on pourra changer de molécule. Ou encore, si on veut changer la voie d'administration et qu'une molécule n'offre pas une voie d'administration, à ce moment-là, il faut déterminer la dose équianalgésique. Et ça, comment on le fait? Bien, le tableau disponible dans le mini-guide Paliscience que vous voyez à l'écran est un bon outil pour faire une conversion approximative des opioïdes. Donc, on voit que la morphine est au centre, en rouge, puisqu'effectivement, la morphine, c'est la valeur étalon dans les opioïdes. On va toujours se référer à la morphine quand on va faire une conversion. Donc, je reviens à mon exemple de morphine 10 mg. Si pour une raison X, je veux passer de ma morphine 10 mg à de l'hydromorphone, je regarde le sens des flèches. Donc, ce qui part de la morphine à l'hydromorphone, ça fait diviser par 5, parce qu'effectivement, l'hydromorphone est 5 fois plus puissant que la morphine. Donc, morphine 10 mg divisé en 5, ça me donnerait hydromorphone 2 mg, qui serait l'équivalent de ma morphine 10. Si on va dans le sens inverse, j'ai mon hydromorphone 2 mg et je veux avoir mon équivalent en morphine. Je regarde la flèche qui part de l'hydromorphone vers la morphine et donc je fais x5. Donc mon hydromorphone 2 mg x 5 me donne en équivalent ma morphine 10 mg. On voit qu'on peut faire la même chose avec la codéine, même si on l'utilise relativement peu en soins palliatifs, et avec l'oxycodone. On voit aussi qu'on peut faire une conversion approximative
qui part de la morphine vers un thème de fentanyl. À ce moment-là, ça va être la dose de morphine en milligrammes per os par 24 heures qui va nous donner une conversion approximative pour un dosage de thème de fentanyl en microgrammes. Donc, si sur mon 24 heures, le patient prend 50 mg per os de morphine, quand je regarde pour aller de la morphine vers le fentanyl, ça me fait diviser par 2. Donc, 50 mg per os de morphine par jour me donnerait l'équivalent d'un thème de fentanyl 25 microgrammes. Lorsqu'on change de molécule opioïde pour un patient qui est bien soulagé, donc par exemple si on change de molécule pour des effets secondaires persistants, c'est suggéré de diminuer la dose de 25 % parce que la tolérance croisée entre les opioïdes est partielle et un même patient pourrait avoir une réponse plus grande à une molécule qu'à une autre, toute conversion gardée, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite à utiliser l'application OpiCalc PS, qui est une calculatrice de conversion opioïde, ou encore l'application du mini-guide Paliscience, qui contient la majorité des informations que je vous ai présentées dans cette capsule, et plus encore. Et ces applications sont téléchargeables gratuitement sur vos téléphones intelligents. Sinon, pour finaliser les bases du soulagement de la douleur, rappelons-nous que la prescription idéale en douleur chronique cancéreuse comporte 3 lignes, jamais moins, c'est-à-dire qu'on va avoir notre opioïde prescrit régulier, que ce soit aux 4 heures, aux 12 heures ou encore en timbre aux 72 heures, en plus d'avoir des entredoses en PRN et d'avoir un laxatif. Et finalement, la coanalgésie, qui sont les molécules que j'ai présentées en début de capsule, c'est important de toujours y penser quand on voit qu'un essai raisonnable avec les opioïdes est insuffisant. Les coanalgésiques pourraient, dans bien des cas, aider à diminuer la dose d'opioïdes nécessaire et d'augmenter le soulagement du patient. Donc, voici ce qui conclut cette capsule sur les bases du soulagement de la douleur en soins palliatifs.